Bonjour, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière dans laquelle je vais faire un tag livresque. Le but c'est donc de répondre à 8 questions en lien avec des livres. Et comme ça, on va apprendre à plus se connaître, vous à travers cette vidéo et moi à travers les commentaires. Donc avant de commencer cette vidéo et rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire de soutien, à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. C'est comme ça que la chaîne peut se développer et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Donc voilà, bon, sans plus tarder, on y va pour le tag livresque. J'ai trouvé ce tag sur Pinterest, c'est le tag de The Priory Reader et il y a 8 questions. Je vous avoue que c'était plutôt facile d'y répondre, sauf pour une question où j'ai un petit peu triché, mais c'est pas grave, on y va sans plus tarder. Ce que j'ai essayé en plus de faire, c'est de prendre des livres dont j'avais pas beaucoup parlé sur la chaîne et comme ça vous allez découvrir un peu d'autres ouvrages qui m'ont marqué, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, etc. Et que j'ai lu du coup avant d'ouvrir ma chaîne, il y a maintenant bientôt 6 mois. Première question, le livre de mon auteur ou de mon autrice préférée. Et là, sans hésitation aucune, il s'agit d'Alice Zeniter, mon autrice préférée. Et son livre que je préfère, c'est Comme un empire dans un empire. Alice Zeniter, c'est une autrice française. Elle est connue principalement pour son livre L'art de perdre. Et là, c'est son roman suivant. Donc, Comme un empire dans un empire, sur l'histoire croisée d'une hackeuse et d'Antoine qui est conseiller politique. Tous les deux naviguent dans un milieu de gauche ou voire d'extrême gauche pour cette hackeuse. Et ils vont se rencontrer et au fil de ces échanges-là, une relation va se nouer. Alors pas forcément d'amitié, pas forcément d'amour, un peu loin des étiquettes qu'on pourrait accoler aux relations. Et la question qui se pose, et c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce roman-là, c'est comment on peut combattre un ennemi, donc ici le régime capitaliste, quand celui-ci est trop violent. Est-ce qu'on doit utiliser les mêmes armes que lui? Est-ce qu'on doit au contraire s'en forger d'autres? Et si oui, lesquelles? Et comment on fait pour résister et comment on fait pour le vaincre. Et ces deux personnages vont avoir des avis contraires, mais surtout évolutifs, à base de compromis, de remise en question, de prise de conscience. Et on va comme ça cheminer dans ce monde politique sans forcément avoir de réponse de la part de l'autrice, mais on explore plusieurs pistes. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de se plonger dans un récit sur le militantisme, un récit du coup fictionnel, mais en même temps qui fait écho à pas mal d'événements de la réalité. Donc voici mon livre préféré, je pense, de tous les temps. Deuxième catégorie, un livre qui me reste en tête et c'est Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Becky Chambers, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Vous savez que j'adore Becky Chambers. J'adore le fait qu'elle écrit de la SF positive, c'est-à-dire queer, c'est-à-dire douce et bienveillante, qu'elle propose un monde possible et un monde dans lequel on a tous et toutes envie de vivre. Et donc là, Apprendre si par bonheur pose une question. Donc c'est une petite novella, mais il y a une question au fil directeur. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'exploration spatiale? En gros, à quoi ça va nous servir? Est-ce que nous, humains, on explore pour en fait coloniser et faire subir à d'autres planètes ce qu'on avait subir les personnes blanches aux personnes racisées ou racialisées, pour piller la Terre, enfin piller les nouvelles planètes de leurs ressources? Ou est-ce que l'exploration spatiale rime plutôt avec découverte scientifique, apprentissage, mais du coup aussi à quel but? Est-ce que le but est un but capitaliste, économique, c'est-à-dire faire le plus de profit possible avec les découvertes qu'on va faire dans ces planètes? Ou si ça reste stricto sensu de la découverte scientifique et des applications uniquement scientifiques pour mieux comprendre ce qui se passe sur notre planète. Et donc avec toujours des personnages queer, bienveillants, etc., elle va se poser ces questions-là et du coup, elle va nous poser ce genre de questions-là. Et du coup, il me reste en tête encore maintenant parce que c'est une question qui est très importante actuellement avec les explorations sur la face cachée de la Lune, le fait que la Lune regorge de métaux précieux, les explorations vers Mars. En fait, à quel but? Et quand j'ai fini ce livre-là, ce roman-là, j'ai pu lire pendant bien quelques jours après, tant il m'est resté en tête. Et vraiment, je pense que c'est un des romans qui est le plus resté en tête et qui m'a le plus empêché de lire par la suite. Bien sûr, ce que je dis, c'est quand même positif. J'ai passé un trop bon moment, sinon je ne vous le présenterai pas.
Mais voilà pour le roman qui m'est resté en tête. Troisième catégorie, le roman qui me donne du confort, enfin le livre qui me donne du confort, et j'ai choisi donc Futur de Lorraine Bastide. Je vous en avais énormément parlé et je vous le remettrai juste ici. Donc je vais pas vous le résumer, mais en fait ça me donne du confort parce qu'elle dessine, elle esquisse une société qui est future possible et en fait une société dans laquelle moi j'ai envie de vivre, donc une société écologique, féministe, antiraciste, dans laquelle la justice est réparatrice, qui prend soin des autres, avec un travail important du care, et un travail care justement qui est reconnu, valorisé, etc. Et c'est pour ça que ce livre-là, c'est le livre qui me donne du confort parce qu'au-delà de la lutte politique et la volonté de déconstruire, la question qui se pose après, c'est déconstruire pour quelle société et pour quel horizon, enfin pour aller vers quel horizon. Et je trouve ça réconfortant de pouvoir lire des textes où en fait cette question est posée et finalement de se rendre compte que c'est pas si difficile que ça, pas si utopique que cela et qu'en fait ça peut advenir. Je trouve ça très réconfortant dans nos luttes politiques. On change totalement de thème avec le 4e livre, c'est le livre qui me rend le plus triste. Et j'ai choisi L'écriture ou la vie de Georges Semprin. Georges Semprin, c'est un rescapé des camps de concentration de Buchenwald, il me semble. Dans ce roman tiré de son expérience, il va en fait se poser la question, qui est une question qui a traversé pas mal de littérature concentrationnaire. Est-ce qu'on peut écrire sur l'indicible? Est-ce qu'on peut dire l'indicible? Est-ce qu'on peut écrire? Comment on peut faire partager une expérience qui a été aussi traumatisante que sont les camps de concentration et l'enfer de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah? Ou est-ce que c'est pas possible? Et si c'est pas possible, est-ce qu'en fait les rescapés, les survivants et survivantes, sont-ils et elles condamnés à ne pas en parler ou en parler qu'à ceux et celles qui pourraient comprendre, donc c'est-à-dire leurs semblables? Et dans ce cas-là, qu'en est-il des générations futures? Mais en même temps, écrire le renvoie forcément à cette expérience traumatisante et donc à la mort qu'il a frôlée, et ça le bouleverse, ça le plonge dans une sorte de dépression, de mélancolie, d'humeur très noire. Et donc il devrait arrêter d'écrire, mais en même temps écrire, c'est aussi se reconnecter à la vie, c'est aussi pouvoir avancer. Et donc c'est toutes ces questions-là qu'il met en avant dans cet ouvrage et qu'il le travaille. Et ce livre-là, moi je l'ai lu la première fois en première année prépa. Et en fait ça m'a bouleversée parce que ce qui me touche dans ces questions-là, c'est la solitude dans laquelle il est enfermé alors que c'est un phénomène qui est mondialement connu. 5e question, à l'inverse totalement, le livre qui me rend heureuse. Et donc bon là c'est l'intégrale de Robin Hobb, de la première époque, première partie, L'Assassin Royal. Je ne vais pas vous reparler de ce bouquin encore 8000 ans sur cette chaîne. Je l'ai choisi parce que comme je lis un tome par mois, j'ai trop envie tous les mois de m'y replonger. C'est vraiment mon petit bonheur mensuel. Et j'y vais avec grand plaisir. Et souvent, je regarde la date en me disant « Ah, c'est bientôt, je vais pouvoir bientôt commencer le tome suivant, etc. » Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir cette œuvre, certes colossale, mais vraiment que j'adore. 6e question, un livre qui me rappelle le véritable amour. Et là, j'ai hésité, parce qu'en fait, je trouve ça étrange comme formulation de la question. Du coup, j'ai pas de roman d'amour, c'est pas un truc que j'aime bien lire, ou en tout cas, je trouve que les romances contemporaines sont assez stéréotypées et ça me va pas. C'est pour ça que j'ai choisi Sortir de l'hétérosexualité de Juliette de Rouard, dont je vous avais déjà parlé, qui en fait déconstruit les mythes et les relations hétérosexuelles et qui, comme le livre de Lorraine Bastide, met en avant une manière de faire couple différemment, qui en fait s'affranchit des dominations cisgenres, patriarcales, capitalistes, etc. Et du coup ça me donne... moi je voudrais que le véritable amour ressemble à ça, un amour qui soit détaché de toutes les logiques de domination. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. J'ai aussi hésité avec ce livre-là, qui est Histoire d'un Allemand de l'Est de Maxime Léo. Ça ne parle pas du tout d'histoire d'amour, loin de là. C'est un livre qu'une personne très chère m'a offert, et en prenant totalement en compte mes goûts et ce que je pourrais aimer en littérature. Et du coup pour moi c'est aussi ça l'amour, c'est aussi comprendre l'autre assez bien, voire très bien pour lui faire plaisir. Et sinon pour ce livre qui a été un incroyable coup de cœur,
On va suivre l'histoire donc de Maxime Léo, c'est autobiographique, dont les parents vivent en RDA et qui sont pro-régime, patriotes, communistes convaincus et qui ont participé en fait à la fondation de ce régime de RDA. Et lui, Maxime Léo, va grandir au moment de la chute du mur et il va partir vivre à l'ouest et il va préférer sa vie à l'ouest. Et du coup, il va mettre en avant à la fois les différences qui existent entre l'Est et l'Ouest, mais surtout réfléchir au pourquoi il y a des gens qui ont pu croire à ce point-là à ce régime non démocratique qui était l'Est, et qu'est-ce qu'ils ont pu y retrouver, et en fait pourquoi il y a il peut y avoir une nostalgie de l'Est chez certains Allemands et Allemandes. Donc voilà, c'était vraiment intéressant, d'autant plus que j'avais peut-être une image un peu fantasmée ou stéréotypée de la RDA, et là je trouve qu'en suivant le quotidien comme ça d'un couple, de leurs parents et du coup de Maxime Léo enfant, on a une vision un peu du coup moins stéréotypée, moins cliché, pleine de relief, pleine de diversité, et c'est ça qui est enrichissant et c'est hyper bien écrit. Maxime Léo est un journaliste et vraiment la plume est hyper belle. 7e question, le livre que je lisais l'année dernière, et donc grâce à mon cahier de lecture dans lequel je retrace en fait mes lectures avec les dates de début et les dates de fin. Et j'ai vu que l'année dernière, à la même période, je lisais ce livre-là. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Maya Angelou, c'est une militante afroféministe américaine qui a eu une vie à la fois incroyable et totalement difficile. Et elle a écrit son autobiographie. Et c'est assez rare parce qu'en fait, il y a très peu de femmes noires qui ont écrit leur autobiographie, surtout qu'elle vient d'un milieu très pauvre. Et donc là, c'est le premier tome de cet ouvrage, et c'est le tome de son enfance jusqu'à son entrée à l'âge adulte, il me semble. Et donc on y suit sa vie dans un état américain du sud, ségrégué, où l'esclavage vient quand même juste de prendre fin. Elle vit dans un milieu populaire très pauvre, avec beaucoup de violences intrafamiliales. Du coup, elle relate cette vie-là. J'avais aimé, mais sans plus, ça m'avait pas... J'avais pas trop accroché à la plume, j'avais trouvé le récit un peu lent, un peu décousu, et j'en avais pas retiré grand chose de cette lecture. Et je voulais lire tous les titres de Maya Angelou, et je vais enlever cette idée de ma tête. Je vais peut-être juste lire le tome sur ces années de militantisme dans le mouvement antiracisme et ces critiques du mouvement féministe blanc américain, peut-être un jour. Mais en tout cas, je vais pas lire tous les tomes, mais si vous connaissez rien à cette partie de l'histoire américaine, ça peut être une bonne introduction. Et 8e question, le livre que je voudrais lire cette année, et je veux impérativement sortir de ma pile à lire ce livre-là, donc c'est Le genre du capital de Céline Bressière et Sybille Gola, qui sont deux sociologues. En fait, ici, on va s'intéresser sur l'héritage en termes de capital économique, donc de patrimoine, notamment des entreprises, il me semble, et en fait, l'héritage dans ces familles-là est un héritage genré. Les hommes héritent plus que les femmes. On va s'attacher à comprendre pourquoi et quels sont les mécanismes. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et j'ai vraiment envie de le lire. Et ça fait 300 pages, donc ça devrait être jouable. Et c'est ainsi que le tag s'achève sur ce livre-là. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris un peu mieux à me connaître, à cerner la chaîne, ses tendances, ce que j'aime moins, etc. Encore une fois, merci de regarder cette vidéo, d'être présent et présente. Et n'hésitez pas du coup à me soutenir avec un petit commentaire. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!